3 km de long, 600 mètres de large, 115 mètres de hauteur. La dune du Pilat, face au banc d'Arguin, à l'entrée du bassin d'Arcachon, est un monument naturel d'exception que l'on vient admirer de loin. Un paysage emblématique du sud-ouest, grandiose et fragile, labellisé Grand Site de France. Le lieu idéal pour partager avec vous quelques coups de cœur que j'ai eus pour des trésors de notre région. Nous irons tout d'abord dans les Pyrénées, en Vallée d'Aspe, faire l'ascension du Pic d'Any, un sommet d'émotion planté dans un paysage lunaire. Puis nous irons dans les Deux-Sèvres, dans l'étonnante réserve naturelle nationale du Pinail, une ancienne carrière à ciel ouvert devenue un haut lieu de la biodiversité. Enfin, nous irons au Pays basque espagnol arpenter les majestueuses falaises au bord de l'océan. Un trésor géologique unique au monde, d'une beauté inouïe. Montagne, campagne, mer, Cap Sud-Ouest aujourd'hui vous en met plein la vue. Le Pic d'Any. C'est en partant de l'océan Atlantique, le premier sommet des Pyrénées à dépasser les 2500 mètres. C'est aussi la montagne qui domine la vallée du Barétou en Béarn. Et un sommet, ça se gagne. Pour cela, mieux vaut partir tôt. Pour ce qui est du Pic d'Any, il est même préférable d'être accompagné par des guides qui connaissent bien ce massif si particulier. Pour cette ascension, Éric part avec Michel et Patrick, des montagnards avertis, et Brice, spéléologue. Tous ont en commun l'amour de cette montagne. Michel, on a toujours un regard vers le Pic d'Any quand on se réveille le matin. Oui. C'est notre montagne à nous. Notre montagne, il fait partie de la famille, on peut dire ça? Oui, parce qu'on l'a toujours vu, on l'a toujours vaincu, hiver, été, en course, en balade, enfin voilà. Le premier rayon, il est toujours aussi fort quand même. C'est là où tu regrettes pas de t'être levé tôt. Il faut toujours se lever tôt pour partir en montagne. Toujours. Puis là, être au-dessus de la mer des nuages comme ça, tout de suite on se sent pousser des ailes. Ils sont magnifiques, oui. Tu penses qu'on part sur combien de temps à peu près? Il faut 3 heures pour monter au Pic d'Any. Bon, confirmez les gars, 3 heures? Ouais, même avec moi? Ouais, bien sûr. On va te pousser. On va faire ça. Bon allez, on perd pas de temps, je te suis. Allez, on y va. Combien de fois à peu près as-tu fait cette ascension, Patrick? Je suis monté, je pense, plus de 200 fois là. Là, aujourd'hui, c'est la 23e de l'année. C'est beau, Et là, attention, la surprise. Oh, dis donc. Voilà, l'arrivée au pour-tête. Là, on le prend. Le pic, on le reçoit en plus d'un coup, parce qu'avant il n'est pas à portée de vue, quoi. Il te saute à la figure, là. Ah oui. Brice, ce Pic d'Any, il te lance des appels, c'est ça? Mais c'est le phare de la région. Sur la côte, on a des phares. Ici, c'est le phare du Béarn. On le voit de partout. Et puis, plus on s'en rapproche, plus il est joli. Il a l'air tout près, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Il faut reste qu'on un se petit mette bout en route encore, si on veut arriver avant la nuit, c'est ça? Un petit bout encore. Une petite heure. Une frontière vient d'être franchie.
À partir d'ici, la roche omniprésente impose sa loi. La progression est plus exigeante, plus périlleuse aussi. Michel, tu as été commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne d'Oloron. C'est quoi les règles à suivre? Déjà être très très bien chaussé dans un terrain comme ça. On ne peut pas y venir même avec des tennis. Vous avez vu, il faut faire des petits sauts, on saute des petites failles. S'il y a chute, obligatoirement, on s'ouvre de partout. C'est comme des lames, donc il suffit de tomber. Moi, je suis venu en chercher souvent ici. Une personne avait le mollet qui pendait. Bon, après, aujourd'hui, on a une très belle journée, mais il ne faut surtout pas se faire prendre par le brouillard ici. Si on n'a pas le fond de sac qui va bien... Ce que tu appelles le fond de sac, dis-le pour que les gens ne sont pas... Le fond de sac, c'est un vêtement chaud, c'est un coupe-vent, du change, et ensuite tout ce qui est nourriture, double lunettes de soleil, une paire de gants éventuellement, hein, parce qu'on peut passer de... Ce matin, on est parti, il faisait 9-8, si ça se couvre... Un coup de grêle, ça peut descendre à 2-3 degrés très vite. Il y a 5 ans, un couple d'Espagnols est décédé ici, pris par le mauvais temps. En plein mois de juillet. Non. En plein mois de juillet, donc brouillard, Mauvais temps. mauvais temps, ils n'ont pas pu s'en sortir, ils se sont mis les deux, et puis voilà, et on les a retrouvés 3 jours après, décédés tous les deux, côte à côte. Le karst de la Pierre Saint-Martin est un désert de pierre aussi dangereux que passionnant. Les montagnes des Pyrénées sont ainsi. En les parcourant, on se sent parfois dans la peau d'un aventurier. Comme aiment à le dire nos guides, le plat est l'ennemi du montagnard. La plus grosse partie du dénivelé, il se fait maintenant, quoi, dans la dernière partie? Oui, une fois qu'on est au pied là, du sommet, bon, il reste 400 mètres. Donc là, vous êtes des montagnards heureux parce que ça monte, c'est ça? Voilà. Là, au moins, tu sais pourquoi tu marches, quoi. Le sommet se rapproche vite. Et on en oublierait presque par moment de regarder derrière quand même. Hein? Ouais, malheureusement, parce qu'on a une belle vue là. Jusqu'au Pays Basque, espagnol là-bas au fond. Du caillou, du caillou, du caillou. Encore du caillou. Voilà, le sommet, Eric. C'est ma première montée au Pic d'Agny. Un immense merci. J'ai vraiment une émotion dingue. Est-ce que vous, qui l'avez fait donc plusieurs centaines de fois, à chaque fois c'est un peu pareil? On a les plaisirs différents. Là, puis là, on a terminé par l'arête. C'est magnifique. On voulait te l'offrir un peu. C'est comme une cerise sur le gâteau. C'est voilà. Magnifique. Hein. On ne sait plus aussi où on est. On ne sait plus où on marche. On est dans un autre monde. Ah ouais, c'est une montée aujourd'hui assez sensationnelle de par la mer de nuages. Donc c'est un plus, c'est un plus. Et l'été, le Pic d'Agny, il faut le gagner. Il faut le gagner. Et là, je regarde derrière, je ne sais pas si je ne suis pas dans un décor du Seigneur des Anneaux, sauf que c'est le Béarn. Et c'est encore plus beau, c'est ça? Et oui, à chaque fois, c'est toujours aussi beau. Et Plaisir de plus. il y a toujours des lumières différentes, des nuages différents, une ambiance différente.
Voici un paysage surprenant et méconnu. La réserve naturelle nationale du Pinail occupe un plateau dominant la Vienne, situé entre Poitiers et Châtellerault. Un site à la croisée du patrimoine naturel et culturel, car le lieu, devenu aujourd'hui un havre de paix pour la faune et la flore, fut d'abord une carrière à ciel ouvert, quasi unique en France. On pourrait presque imaginer, Kevin, que ce site a été bombardé par une pluie de météorites, mais ce n'est pas le cas. Quelle est la raison d'être de ces fosses, de ces mares ? Pendant près d'un millénaire, l'homme ici a exploité la roche et qui était d'une telle qualité qu'elle a servi à faire les pierres de moulin pour moudre le grain, et faire la farine, le pain, etc. Et ça s'étendait sur le Pinail, près de 1000 hectares, et donc c'est considéré comme la plus grande, la plus vaste carrière de pierres meulières du monde. A-t-on une idée du nombre de pierres qui ont été extraites de cet endroit ? On est sur un chiffre autour de 200 000 meules, rien que ça, sur le Pinail. Donc ça a donné un paysage phénoménal. Pour extraire ces pierres, comment on s'y prenait ? Eh bien, en fait, on se trouve sur un sol qui est argileux. À l'intérieur, il y a des masses de silex, de roches siliceuses, un peu comme des bancs de poissons. C'était pas uniforme, c'était dispersé ça et là. Et donc, l'homme devait sonder le sol dès qu'il tombait sur ce banc qui était en gros à 1 mètre de profondeur. Et il enlevait toute la terre qu'il mettait sur les côtés. Donc, c'est pour ça qu'on a un micro-relief très accidenté ici. Et puis, une fois que c'était détouré, on imaginait combien de pierres on pouvait tailler. Et donc là, on utilisait ces fameux outils qui duraient seulement 2 mois à en faire. Et puis, on extrayait cette pierre et la qualité de cette pierre était telle qu'elle était réputée, et ce qui permettait une livraison jusqu'à 300 km alentour du Pinail. Et cela grâce à la présence de la Vienne juste à proximité, puisque c'était livré par voie d'eau. Et on allait même jusqu'à la Loire. La rareté et la vulnérabilité de cet environnement ont justifié la création en 1980 de la réserve naturelle nationale du Pinail. La richesse du lieu ne s'impose pas au premier regard. Et pourtant, elle est d'une ampleur inédite. 2700 espèces différentes cohabitent dans ces zones humides. Pour les membres de l'association Gérépi, qui gère la réserve, le Pinail est donc un fabuleux laboratoire à ciel ouvert qui permet de mieux connaître les espèces, leurs interactions avec le milieu. Éric retrouve Yann, en charge du volet connaissances scientifiques depuis 2008. Salut Yann. Bonjour Eric. Je t'ai vu de loin en pleine action. Qu'est-ce que tu fais ? Tu chassais le papillon ? Alors non, parce qu'on a beaucoup de papillons sur le site, mais pour le coup là j'étais à la chasse aux libellules. Et du coup je t'en ai gardé une que je viens d'attraper. Alors si elle peut bien se laisser attraper, voilà. Je l'entends. Ouais. Hop là, c'est un petit Sympétrum. Voilà, c'est un savoir-faire déjà de savoir l'attraper. Oui. Oh, c'est tout rouge. Un bon coup de poignet. Hop, il faut bien l'attraper tout doucement par les ailes. Et donc voilà, une caractéristique, elle est toute rouge avec des pattes noires. Ce sont des as en plein vol, hein, les libellules. Alors c'est effectivement depuis des millions d'années en fait, leur morphologie n'a pas évolué. Des gros yeux, des ailes avec 3 muscles par aile qui leur permettent de faire toutes les figures avec des pointes à 100 km/h en vol. 100 km/h. Ouais. Et donc elles attrapent tout ce qui vole, notamment les moustiques qui sont un peu vus par tout le monde comme des bestioles très embêtantes. Eux ils s'en nourrissent parce que les moustiques ça vole très très lentement. Ce qu'on ne soupçonne pas, c'est que lorsqu'on admire une libellule en train de voler, ce n'est qu'une petite période de sa vie en fait. Oui, en fait, la majorité du temps du cycle biologique d'une libellule, ça se passe sous l'eau, au l'état larvaire. Chez nous, c'est 1 à 2 ans sous cette forme de larve. Il y a ce moment un peu magique, comme pour un papillon qui va changer d'état avec la chrysalide, c'est le moment où elle sort de l'eau. Oui, c'est la métamorphose, la mue imaginale pour devenir donc un imago, un adulte. Elle va sortir de l'eau, se mettre sur la végétation, s'accrocher, et puis au niveau du thorax, là, en haut, elle va sortir de cette peau, en fait une sorte de boîte à chaussures trop petite pour lui permettre de se métamorphoser complètement et de devenir volante. Tout au long du parcours, les visiteurs peuvent accéder à des vidéos qui révèlent un monde insoupçonné. Qui peut imaginer qu'une petite mare de quelques mètres cubes abrite des milliards d'êtres vivants ? Un écosystème où se côtoient du plancton végétal, grâce auquel nous respirons sur Terre, mais aussi des larves d'insectes, des poissons, des batraciens, des mollusques. Une micro-société où tous les occupants sont reliés par la chaîne alimentaire.
Une chaîne alimentaire, donc c'est la mise en exergue des relations entre les espèces, qui mange qui. Par exemple, la grenouille, quand elle est tétard, elle va manger de l'herbe et puis elle va être prédatrice quand elle est adulte des libellules. Par contre, à l'état larvaire, quand elle est sous forme de tétard, c'est la libellule qui va venir bouffer sa larve. Donc on peut être à la fois proie et prédateur selon son stade de vie. Je vois que tu as posé ici des pièges aquatiques. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ce sont des amphicaptes. En fait, on fait des études sur les tritons notamment. Et donc ça permet de pouvoir les observer, de détecter en fait leur présence dans des mares. Regarde, on a attrapé, donc ça c'est un triton crété, c'est une magnifique espèce. Hein. Donc elle est caractérisée par ce ventre jaune avec des points noirs. On en a de moins en moins sur la réserve. Elle bouge de mare en mare parce qu'en fait, avec les changements climatiques et la baisse de niveau d'eau, l'augmentation de la température, c'est une espèce qui est en train de disparaître petit à petit des mares les moins profondes. Ah, certains pourraient dire, bon, un triton qui disparaît, c'est pas si grave que ça, indépendamment du fait qu'il soit joli. En fait, si, c'est grave. Il faut voir qu'un écosystème, si on pouvait prendre une métaphore, c'est un peu comme un avion, quoi. Si vous retirez une espèce, vous retirez un boulon. Vous retirez un boulon, 2 boulons, 3 boulons. Au bout d'un moment, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je monte encore dans l'avion? Perdre des espèces, c'est perdre des boulons sur un avion et à un moment donné, plus rien ne fonctionne, quoi. Tu prenais tout à l'heure l'image de cet avion avec les boulons. Est-ce qu'on a un espoir de les réparer, ces boulons? Alors, il ne faut pas qu'on ait juste l'espoir, parce qu'en fait, si on extrapole cet exemple de l'avion, tout à l'heure, je parlais d'un écosystème qui était la mare, mais si on extrapole, en fait, l'écosystème qu'on a de plus grand, c'est la Terre. Et donc, on est tous dans cet écosystème, donc on est tous dans cet avion. Donc, on n'a pas trop le choix que de le réparer et de faire en sorte de perdre le moins de boulons possible, parce que si l'équilibre est cassé, c'est l'avenir de notre planète, de l'humanité qui est aussi en jeu. Ça fait très longtemps que tu travailles sur cette réserve. Personnellement, toi, qu'est-ce que tu en retires? On en retire beaucoup de satisfaction parce qu'à chaque fois qu'on va regarder une espèce, qu'on va s'intéresser aux interactions, que ce soit les fourmis, les crustacés, etc., on plonge dans un monde, on met le doigt et puis hop, on est inspiré par toutes ces histoires de vie qui sont absolument passionnantes. Et puis ce qui est encore plus beau, c'est quand on va transmettre ça. Parfois on parle d'une fourmi, une pauvre fourmi, et puis quand vous la faites passer de main en main et que vous avez le temps d'expliquer ses traits de vie, à la fin ça devient un trésor. Et on sait que là on a gagné quelque chose. Le Pays basque est un pays de particularisme. Son littoral, qui s'étend sur plus de 100 km entre la France et l'Espagne, ne déroge pas à la règle. Après l'interminable plage de sable fin qui part du nord de l'Aquitaine jusqu'au sud des Landes, le paysage change totalement, car la côte basque n'est qu'une succession de falaises, de rochers et de criques. C'est du côté espagnol que le littoral est le plus élevé, le plus escarpé. Nous voici à Zumaia, au cœur du géoparc basque, placé sous la protection de l'UNESCO. Et pour cause, ces falaises recèlent un trésor, un livre géologique, le Flysch. Il faut bien comprendre que toutes ces couches que nous voyons autour de nous se sont formées au fond des mers. Le Flysch, ce sont d'anciens fonds marins créés par dépôt, le résultat d'une sédimentation très lente. À ce moment-là, tout le Pays basque, une grande partie de l'Aquitaine, était sous la mer. Soudain, il y a environ 50 millions d'années, la plaque ibérique a commencé à bouger. Elle a comprimé tous ces sédiments, les a pliés et les a fait remonter vers le haut. C'est comme ça que la chaîne des Pyrénées est née, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons voir une séquence de plus de 5 km qui, à l'origine, était au fond des mers, des couches déposées de façon horizontale. Ça, c'est un fond marin, ça, c'est un autre, mais qui, avec la compression due au choc des plaques, se sont mises en position verticale.
Grâce à tout cela, nous avons devant nous un véritable livre géologique sur 13 km de côte, dans lequel nous pouvons lire, couche après couche, page après page, 60 millions d'années consécutives de l'histoire de la Terre. En fait, nous sommes en train de marcher sur les pages de ce livre, il y en a des milliers, et les géologues, en se déplaçant au pied de ces falaises, peuvent décrypter, lire les pages de ce livre. Chaque strate correspond à combien d'années? Plus ou moins, chaque couche correspond à environ 10 000 ans. Quand on sait que notre espèce humaine est sur Terre depuis quelques centaines de milliers d'années, l'histoire des hommes sur cette planète ne représente en fait que quelques mètres sur cet affleurement, et cela nous fait prendre conscience de l'ampleur du temps géologique. Cette côte basque est un sanctuaire géologique de premier ordre au niveau mondial. Elle permet aux spécialistes de vivre une aventure fascinante, déchiffrer l'histoire de la planète à travers les paysages, les roches. Parfois, dans l'histoire de la planète, exactement comme dans un roman, en quelques pages, tout change. La page de couleur sombre que l'on peut voir ici a été écrite il y a 65 millions d'années. C'est une couche noire de seulement 2 mm. C'est ce que les scientifiques appellent la limite KT. Après cette couche, 80% des animaux que l'on trouvait auparavant, comme les dinosaures, disparaissent totalement. La question, c'est pourquoi? En examinant cette couche, on se rend compte qu'il y a des anomalies, comme par exemple une quantité d'iridium extrêmement élevée. L'iridium est très rare sur Terre, mais on en trouve beaucoup dans certaines météorites. Dans les années 80, deux scientifiques, Luis et Walter Alvaez, en étudiant cette couche, ont proposé l'hypothèse que la disparition des dinosaures était due à la chute d'une énorme météorite sur la Terre, au Mexique, dans le Yucatan. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette grande extinction a permis le développement et l'évolution d'autres espèces vivantes, comme les mammifères, et donc d'une certaine façon des humains. Imaginez, grâce à cette petite couche de 2 mm que nous pouvons voir ici à Zumaya, nous savons un peu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Les géologues comme Azière sont en fait des détectives du passé. En étudiant les différentes couches de roches, ils retrouvent les personnages de ce grand roman, les fossiles des espèces animales qui vivaient aux différentes périodes. Comme les sédiments qui sont autour de nous viennent du fond des mers, logiquement nous y trouvons des fossiles marins. J'ai avec moi un petit exemple. Ce sont des animaux fossiles, parmi les plus connus, des ammonites, des petits céphalopodes avec une coquille en forme de spirale. À quelle période ont vécu ces animaux? Ces fossiles ont été trouvés à une dizaine de kilomètres d'ici. On peut donc en déduire qu'ils ont à peu près 100 millions d'années du Crétacé inférieur. Avec cette échelle du temps, l'être humain devrait faire preuve d'humilité. Du point de vue philosophique, je pense que la géologie doit justement nous apporter ceci, le sentiment d'humilité face à une histoire qui est disproportionnée par rapport à la nôtre. Nous ne sommes qu'une espèce parmi toutes les autres qui doit tout aux autres espèces. C'est la biodiversité qui a façonné le cadre dans lequel nous vivons. On a donc aussi une responsabilité. On a une responsabilité essentielle. Nous sommes une espèce qui est depuis très peu de temps sur Terre et malgré cela, nous avons affecté de façon conséquente les écosystèmes. L'extinction des dinosaures est la 5e grande modification des formes de vie sur la planète. Les biologistes, les écologues disent que nous sommes peut-être, à cause du réchauffement climatique, de la surexploitation des ressources, à la veille de la 6e grande extinction. Ce serait la première fois dans l'histoire de la Terre que cette catastrophe serait causée par une seule espèce, qui de plus le fait de manière consciente, en ayant les moyens, si elle le désire, d'éviter la catastrophe.
Cette côte basque paraît si puissante, si forte qu'on a du mal à imaginer qu'elle puisse bouger. Encore une fois, c'est une question de temps. Avec les périodes glaciaires, le niveau de la mer a énormément changé. Il y a 20 000 ans, le niveau de la mer ici était 100 mètres plus bas et la ligne de côte était 8 km plus au large. Pour moi, la mer est primordiale. Ce grand livre géologique a été écrit page après page au fond de la mer. Et après, une fois que tout cela s'est levé, c'est encore la mer, celle d'aujourd'hui, qui tous les jours nettoie ce livre, nous le révèle et nous permet de le lire.